Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une cinéaste importante, pas que dans l'histoire du cinéma français, dans l'histoire du cinéma tout court. Cinéaste qui est décédée en 2019, qui s'appelle, que tout le monde connaît. Je pense même que celles et ceux qui n'ont jamais vu ces films connaissent son nom. C'est Agnès Varda. Pourquoi Agnès Varda? Parce qu'un livre qui a été édité l'année dernière, en 2021, La cinécriture d'Agnès Varda, sous-titre Pictura et Poésis, c'est écrit par Nathalie Mauffret. Voici le livre édité chez Presse Universitaire de Provence. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et Nathalie Mauffret est là pour en parler. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Merci pour... je vais très bien et merci encore pour cette invitation. Alors, on va pas mentir parce que entre le moment où je vous ai posé la question et là, il y a un changement de décor, donc il y a eu quelques petits soucis techniques, mais ça n'est pas grave. En tout cas, vous étiez déjà venu avec Sarah Ohana pour parler d'un ouvrage collectif que vous avez dirigé toutes les deux, qui s'appelle La prise au départ du cinéma. Et d'ailleurs, dans le descriptif, cliquez sur le lien, comme ça, vous pourrez revoir cette émission et aussi vous procurer le livre si vous en avez envie. Mais là, aujourd'hui, nous, on va parler d'Agnès Varda. Je répète, pour ce livre, La cinécriture d'Agnès Varda, Pictura et Poésis, et c'est édité, Presse Universitaire de Provence. Alors, première question extrêmement basique, mais comme ça, au moins, je peux avoir une idée de votre rapport avec Agnès Varda, avec son cinéma, enfin, avec son travail à l'image. C'était à quelle occasion? Comment vous avez rencontré Agnès Varda? Est-ce que c'était par le biais d'une installation ou alors peut-être d'un film ou autre chose? Comment ça s'est passé? Et est-ce que très très vite pour vous ça a été une évidence? Alors, dès que j'ai connu son cinéma, ça a été une évidence, mais j'ai connu son cinéma très tardivement. J'ai jamais rencontré Agnès Varda pendant tout mon cursus universitaire. Et n'étant pas issue d'une famille Télérama, parce que Télérama parle beaucoup d'elle, plutôt étant issue d'une famille que j'appelle une famille TéléZ, je ne connaissais pas son cinéma. Et dans le cadre de mon cursus universitaire, en licence, en master, on m'a jamais proposé l'étude de son cinéma. Et c'est en master 2, dans le cadre d'un séminaire de recherche, qui portait sur la modernité, que j'ai découvert son cinéma à travers l'analyse du film Saint-Ouen-Nilois. Et à cette occasion-là, ça a été une révélation. En tout cas, j'ai été très très intriguée parce que les films d'Agnès Varda me faisaient un étrange effet. J'avais l'impression d'une très forte intimité de son cinéma, avec le sentiment que j'entendais la sensation vraiment de colle sur ses doigts, comme si c'était un cinéma très artisanal. Et en même temps, je trouvais que ces films étaient assez froids. Et j'ai voulu un petit peu comprendre cette sorte de paradoxe que je ressentais. Et c'est ce qui a motivé mon envie de travailler sur l'ensemble de son cinéma. Et il y avait aussi ce constat que j'avais fait à cette époque, quand j'avais dû travailler sur ce film Saint-Ouen-Nilois, d'avoir finalement pas beaucoup de références bibliographiques pour pouvoir travailler sur son cinéma. Il y avait quelques ouvrages collectifs d'ailleurs qui étaient très utiles quand j'ai commencé mes travaux, mais finalement l'impression que par rapport à des cinéastes de la même époque qu'elle, que son cinéma avait été minoré. N'était peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'entamer ce projet monographique assez d'envergure sur l'ensemble de son cinéma. C'est vrai que vous voulez dire que c'était une cinéaste qui était énormément reconnue, mais uniquement dans le milieu de la cinéphilie. Oui, on peut dire cela. Et même dans ce milieu-là, je trouvais qu'elle restait quand même un peu marginale. C'est-à-dire que Agnès Varda, elle est très paradoxale dans sa réception. Tout le monde connaît Agnès Varda, donc en tout cas beaucoup la connaissent pour sa coupe un peu improbable, bicolore, surtout sa coupe récente. On la connaît tous. Mais quand on essaye de convoquer les films qu'elle a réalisés, on a plus de mal à parler de ces films. Souvent. On connaît la personnalité Agnès Varda et ces films on les connaît moins et je pense que ils sont
ils sont pas si étudiés que cela. Et la preuve en est, le fait que j'ai découvert dans le cadre de mon cursus cinématographique, j'ai découvert très tardivement son cinéma. Alors, pardonnez-moi encore cette petite digression, parce que vous ne parlez pas forcément de ça dans le livre, hein, mais je me permets cette digression. Comment vous pouvez expliquer qu'on ne connaît pas forcément ces films, ou alors est-ce qu'on ne fait pas l'effort de les connaître, ces films? C'est quoi ce rapport très particulier avec Agnès Varda? La cinéaste, dans le cadre de ses entretiens, c'est souvent plainte que les distributeurs aient considéré son œuvre et son cinéma comme étant un cinéma exigeant, un cinéma d'auteur qui était peut-être pas suffisamment populaire pour qu'on puisse le garder très longtemps en salle. Et ça l'a beaucoup peiné parce que, de son point de vue, elle essayait vraiment d'être accessible, mais d'être exigeante. C'est-à-dire de proposer un cinéma qui puisse faire réfléchir, qui joue pas sur la facilité des émotions, qui puisse un petit peu nous faire penser. Mais en même temps, elle l'a toujours fait avec des images très simples. Et un propos très abordable qui puisse être accessible pour tous. C'est-à-dire tout le monde peut trouver son compte en regardant un film de Varda, que ce soit quelqu'un de très érudit ou quelqu'un qui n'y connaît rien au cinéma. Et c'était la gageure que s'était donnée la cinéaste, qui me semble qu'elle a réussi, mais qui a peut-être été un peu moins compris dans le cadre cinématographique plus grand public. Et ces derniers films, est-ce qu'ils étaient pour le coup beaucoup plus médiatisés? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui a découvert Agnès Varda et qui pour le coup, elle est devenue un peu plus connue en dehors du public cinéphile, hein? Oui. Je pense que vraiment, elle a réussi quand même sur la fin de sa carrière à avoir une reconnaissance qui lui a permis de pouvoir mener vraiment les projets qu'elle voulait, et qui fait que maintenant beaucoup d'étudiants connaissent ce cinéma et veulent travailler sur son œuvre. Alors, bien entendu, il faut pas. Elle est quand même mondialement connue. Elle a été connue. Surtout à partir de son deuxième long métrage Cléo de 5 à 7. Il y a des films comme ça qui ont vraiment bien fonctionné, Cléo de 5 à 7, Santoine Lillois, Les plages d'Agnès, et récemment Village avec JR a été aussi un grand succès. Mais voilà, je pense avoir énuméré les principaux films qu'on a retenus d'Agnès Varda, alors que son œuvre est bien plus vaste et plus variée et digne d'être connue. Pour la petite histoire, moi j'ai découvert Agnès Varda via un film qui n'est peut-être pas forcément son plus connu, mais qui m'a permis, d'une part, de connaître cette cinéaste, et d'autre part, de connaître un autre cinéaste. Je crois que vous avez deviné le film dont je veux parler, c'est Jaco de Nantes. Et c'est là où il y a quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il faudrait un jour redécouvrir ce film qui était passé sur Canal+ à l'époque. Et donc, c'est là que j'ai découvert cette manière de bricoler le cinéma, et puis j'ai découvert aussi un autre cinéaste. C'est quoi un film d'Agnès Varda? C'est quoi un film d'Agnès Varda pour vous? Un film d'Agnès Varda, c'est un film qui est pétri de contradictions, qui ne propose pas une idéologie fixe, qui semble toujours simple, mais qui ne l'est pas. C'est un film qui mélange forcément souvent la fiction et le documentaire. C'est un cinéma de la contradiction. C'est un cinéma de la contradiction qui est faussement simple. Ou faussement compliqué, mais en tout cas c'est un cinéma de la contradiction. Ça n'est pas lisse, et c'est finalement ce ressenti que j'avais eu au début lorsque j'ai commencé à connaître son cinéma. C'est un cinéma qui nous parle, qui semble nous parler à l'oreille, en même temps qui reste très distant parce que on nous impose pas une émotion ni une idéologie. C'est vraiment un cinéma qui fait penser. Et ça, ce que vous dites sur Agnès Varda, c'est vous êtes rendu compte que ça n'a pas changé d'un iota entre ses premiers courts-métrages jusqu'à ses derniers films. Il y avait une espèce de cohérence. Oui, alors là, ça a été tout le travail que j'ai mené de révéler cette cohérence.
et d'essayer d'extraire de l'analyse de ces films une poétique qui puisse nous amener à construire, en tout cas à prolonger cette poétique dans le champ de la théorie du cinéma, qui fait qu'il y a une réelle cohérence dans la manière dont elle investit ses films, et cette liberté qu'elle a eue dès le début de sa carrière de cinéaste, elle l'a conservée jusqu'au bout, et elle n'a jamais transigé avec ce regard qu'elle avait à la fois sur le monde et sur le cinéma. Comment on attaque une œuvre aussi foisonnante que celle d'Agnès Varda quand on se lance dans ce projet? Je veux dire, là, pour le coup, je pose la question sur la construction de l'architecture du livre. Comment fait-on? D'autant plus que s'il y a bien une chose sur laquelle vous insistez, c'est que Agnès Varda n'est pas que cinéaste, même si elle a toujours travaillé l'image, mais elle est aussi photographe. Elle a beaucoup travaillé aussi des installations. Je veux dire, comment on fait pour se lancer dans dans ce projet assez vaste? Alors, ça a été un travail de longue haleine. J'ai commencé en 2011. Dans le cadre d'un doctorat. Quand j'ai commencé ce projet, je pense qu'aujourd'hui, on n'accepterait plus ce type d'approche monographique parce que on essaye de plutôt nous inviter à faire un doctorat plus court. Et j'ai quand même mis un certain temps à essayer de faire l'état des lieux de l'ensemble de son œuvre. Ça a été un travail vraiment presque documentaliste, qui était d'autant plus difficile que j'ai commencé en 2011 et Varda continuait à faire des expositions, à réaliser des films, et donc je devais toujours le mettre à jour. Alors la caractéristique de cette œuvre, en tout cas, ça a été je crois que les premières années, il a fallu que je me familiarise avec l'ensemble de son œuvre et que j'en rende compte. La caractéristique de cette cinéaste, c'est qu'elle dit elle-même qu'elle a eu 3 vies. Elle a d'abord été photographe pour le Théâtre National Populaire, le TNP, dirigé par son ami Jean Vilar. À partir de Claude 5 à 7, elle a abandonné cette carrière de photographe pour se consacrer exclusivement à la réalisation, qu'elle avait déjà commencé en 55 avec La Pointe Courte. Et ensuite, à partir de 2000, à l'occasion d'un documentaire qui s'appelle Les glaneurs et la glaneuse, elle découvre une pomme de terre en forme de cœur. Et en 2003, ça va lancer un cycle d'installation audiovisuelle et elle va poursuivre donc cette carrière de plasticienne qui va continuer quand même à parler de cinéma. Donc elle dit qu'elle a eu 3 vies. Et donc moi, j'ai pris en compte l'ensemble de cette œuvre dans la mesure où, même si c'était de manière symbolique, même les installations ou la photographie lui permet de parler du cinéma. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quel était son regard sur le cinéma à travers l'analyse de son œuvre. Et donc voilà, j'ai commencé d'abord à faire l'état de lieu de l'ensemble de cette œuvre. Donc, ce que j'imagine, c'est que en lisant le livre, ce qu'on voit, c'est que le cinéma représente quelque chose d'assez fondamental pour elle. C'est pas un truc anodin, c'est pas quelque chose. Non, elle a besoin de ça pour pouvoir regarder le monde ou pour pouvoir jouer aussi avec le monde. Oui, exactement. Alors, ce qui est caractéristique et spécifique de cette cinéaste, c'était on a dit d'Agnès Varda que c'était la mère de la nouvelle vague. Et puis, avec l'âge avançant, la critique anglaise a dit que c'était la grand-mère de la nouvelle vague parce que la nouvelle vague, c'est en 1959 et elle, dès 1955, elle réalise un long métrage en dehors des studios en essayant de monter une coopérative avec l'équipe de tournage pour pouvoir financer son film. Et contrairement aux cinéastes de la nouvelle vague, elle n'avait aucune formation cinématographique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un cinéma libre qui n'avait pas cette cinéphilie qu'avaient les autres cinéastes de la nouvelle vague. Et quand elle a réalisé son premier long métrage, c'était comme une évidence. C'est-à-dire qu'elle était photographe, elle voulait mettre des mots sur ses photographies, et la réalisation lui a permis non seulement de réaliser ce besoin qu'elle ressentait, mais en plus, elle était à cette époque étudiante à l'école du Louvre et aussi étudiante à la Sorbonne. Elle suivait les cours de Bachelard sur la poétique de la rêverie. Et pour elle, ça a été comme une sorte d'évidence par rapport à cette carrière qu'elle avait débutée de photographe et cette réflexion qu'elle menait avec Bachelard sur ce qu'elle a appelé l'imagination de la matière. Et elle trouvait que le cinéma, c'était merveilleux pour essayer d'explorer à la fois les autres arts, la peinture, comme dans l'école
comme ce qu'elle faisait à l'école du Louvre, la photographie, mais aussi cette question de la philosophie de l'imaginaire qu'elle écoutait, qu'elle apprenait avec Bachelard à la Sorbonne. Donc c'est pétri de cette culture, sans aucune formation cinématographique, qu'elle s'est lancée, et elle a poursuivi un petit peu cette exploration presque cinéphilosophique, mais aussi pétrie de culture artistique. Elle a poursuivi dans cette voie-là tout le long de cette carrière, cette pratique cinématographique qui était aussi pour elle un moyen d'explorer ces domaines. Alors, j'ouvre une parenthèse godardienne pour le coup. Quand on connaît Cléo de 5 à 7, et puis quand on a vu aussi Visage Village, elle a un lien qui est assez fort avec Jean-Luc Godard, et dans Cléo de 5 à 7, il y a cette fameuse ce fameux petit court-métrage qui s'insère dans le film où l'on voit Godard qui n'arrive pas à voir parce qu'il n'a pas ses lunettes, ou si je me souviens bien, et en fait, ou alors qu'il a ses lunettes donc il voit mal, bref, et on voit un Godard ludique, enfin assez différent de ce que l'on peut imaginer. Et puis on a connu aussi des photographies elle a photographié le mariage de Karina et de Godard. C'est un peu très people cette émission, j'en suis désolé. Mais surtout, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui l'unit à Godard qui est très fort, et pas forcément parce qu'ils ont été amis. Non, je parle de cette idée du cinéma, de cette idée de comment regarder le monde, comment enregistrer le réel avec des choses assez ludiques. J'ai l'impression qu'entre les deux, il y a un lien commun par rapport au cinéma, c'est l'idée du rêve. Et je sais pas si c'est quelque chose parce que parfois, quand je regarde, quand on a découvert le Visage Village, on a cette impression même si on voit les larmes d'Agnès Varda, on a cette impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène. Voilà. Il y a un truc très travaillé, très bricolé, on veut pas y croire. C'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il y a un lien avec Godard. Et je voulais vous savoir, votre avis là-dessus, ce lien très fort qu'elle avait avec Godard, cinématographiquement parlant, bien évidemment. Moi, il me semble que c'est le cinéaste auquel elle ressemble le plus. Varda, on a dit qu'elle faisait partie des cinéastes de la rive gauche, et on avait les jeunes Turcs décalés qui seraient plutôt rive droite. Mais mis à part cette dichotomie, il me semble que vraiment, par rapport à cette réflexion qu'elle va mener sur ce qu'est une image dans le cadre de son cinéma, elle est extrêmement proche de Godard, mais simplement pour moi ils sont comme la face d'une même pièce. C'est-à-dire que la manière d'aborder cette réflexion, elle est complètement opposée. C'est-à-dire que Godard est très intellectuel dans cette manière d'investir un petit peu cette réflexion avec son cinéma, tandis que Varda, elle va plutôt l'aborder sur le plan expérimental, de manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus accessible. Mais il y a une réelle réflexion qui est très approfondie sur ce qu'est une image dans leurs deux œuvres, et c'est en cela qu'ils sont très proches. Et d'ailleurs, les clins d'œil sont très nombreux surtout au début de la carrière d'Agnès Varda, Godard et Varda sont assez proches. Varda le fait tourner pour Cléo de 5 à 7, mais Godard aussi, parfois il cite Agnès Varda dans Une femme est une femme, il va mettre à un moment donné un extrait de l'opéra Mouffe. Donc il y a quand même vraiment une connivence intellectuelle qui est là dès le début, mais qui s'exprime quand même dans une modalité, une tonalité un petit peu différente. Alors, quand on regarde le titre de votre livre, c'est La cinécriture d'Agnès Varda. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. C'est quoi la cinécriture? Alors, la cinécriture, comme mon propos était monographique, était quand même très ambitieux, étant donné que ma volonté c'était de montrer dans quelle mesure le cinéma d'Agnès Varda pouvait aussi apporter quelque chose à la théorie du cinéma, je suis partie d'un néologisme, c'est-à-dire d'un mot qu'elle a elle-même inventé, qui montre déjà sa volonté de réfléchir sur le cinéma et d'être force de proposition sur le plan théorique. Et donc le terme de cinécriture est un terme de Varda. Et donc j'ai voulu un petit peu, à travers l'analyse de toute son œuvre, essayer d'éprouver la validité de cette proposition théorique et de savoir surtout ce que ça, sur quoi cela reposait. Et donc la cinécriture d'Agnès Varda, il y a ce que Varda en dit, ce que Varda en fait, et aussi le fait que d'autres soient emparés du terme aussi. Ce que Varda en dit,
c'est pour elle la cinécriture, c'est le fait qu'un cinéaste puisse s'exprimer de manière pleinement cinématographique avec les outils, les moyens d'expression qui sont spécifiquement cinématographiques. Au début, c'est parti un petit peu d'un agacement. Face au mépris peut-être qu'elle pouvait ressentir pour les cinéastes par rapport aux écrivains qui, eux, écrivent. Il n'y avait pas de terme pour ceux qui tournent un film. C'est-à-dire qu'un écrivain, il écrit, un peintre, il peint, un sculpteur, il sculpte, mais le cinéaste, finalement, il réalise, mais bon, c'est un terme qui est partageable avec tous. Et donc, il y avait quand même une revendication qui est derrière cette proposition terminologique qui vise à défendre aussi la dimension artistique du cinéma. Donc, elle a inventé ce terme en disant la cinécriture, c'est pas simplement d'écrire le scénario, c'est aussi de choisir un acteur, de mettre en scène le décor, de monter un film. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une multiplicité de gestes qui sont propres aux cinéastes et qui font que c'est un mode d'expression qui est spécifique. Donc il y a cette idée-là. Ensuite, dans le cadre de ces films, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de relayer simplement la parole écrite d'Agnès Varda, mais de voir comment cette idée du cinéma, elle s'exprime dans les films et seulement dans les films. Eh bien, je suis partie de l'analyse de toute son œuvre, qui est, comme je vous l'ai dit, un peu hétérogène, parce qu'il y a des photos, des films, il y a des autoportraits en images et en mots, etc. Et dans ce cadre-là, la notion de cinécriture, en fait, elle apparaît très peu. Je m'en suis aperçue qu'il y avait que 2 films qui étaient cinécrits. C'est-à-dire qu'il y a que 2 films d'Agnès Varda, dans le générique duquel on a cinécrit par Agnès Varda. S'Antoine Lillois et Ulysse en 1982. C'est-à-dire que moi-même, j'avais ce préjugé, je pensais que tous les films d'Agnès Varda étaient cinécrits et qu'elle avait assumé ce terme très vite dans sa carrière. Donc j'ai fait un travail un peu d'historienne pour essayer de retracer l'émergence de ce mot, pour savoir quand il apparaissait vraiment et pourquoi elle avait ressenti le besoin de l'utiliser. Et finalement, même si elle avait quand même une volonté de réformer un peu le langage cinématographique et d'en faire un mode d'expression plein, eh bien le terme apparaît très tardivement. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et donc je me suis aperçue que cette notion d'écriture, en fait, elle est apparue exactement la même année que l'emploi par une autre universitaire, qui s'appelle Marie-Claire Ropars-Villemier, qui l'a utilisé aussi dans le cadre spécifiquement théorique, pour dire à peu près des choses équivalentes. Donc la notion de cinécriture, en fait, dans le cadre théorique, elle émerge dans les années 80, parce que sur le plan de l'histoire des idées, on est dans la déconstruction. Vous avez cette idée que avec cette notion d'écriture, au niveau de la sémiologie, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie un signifiant, une image, qu'est-ce que ça signifie. D'un seul coup, on va créer un troisième terme, c'est-à-dire qu'on va dire l'écriture, c'est d'un seul coup, on va garder une trace entre le signifiant et le signifié, qui va rester là et qui va permettre de pas figer le sens et de déconstruire le sens pour qu'on puisse y assigner une multiplicité de sens qu'on va étoiler. Et donc la déconstruction, elle est là, et c'est de cette déconstruction notamment que sont nés de nombreux courants de pensée comme les gender studies, où on va déconstruire un petit peu l'opposition masculin-féminin, etc. Donc il y a tout cela qui va naître dans ces années-là, et la notion de cinécriture, elle va vraiment naître dans ces années-là. Et chez Varda, justement, cette notion de contradiction que j'avais repérée tout au long de son œuvre, cette idée que il faut chez Varda toujours ne jamais figer le sens d'une image, mais c'est de la déconstruire pour au contraire étoiler le champ de ses significations. C'est une récurrence dans son cinéma que la notion de cinécriture, elle va véhiculer. Et donc, ça doit passer par exemple par un aspect qui est très important dans le cinéma d'Agnès Varda, c'est l'autoportrait, c'est la mise en abîme. Donc cette idée-là, ça passe aussi. Est-ce que cet aspect de travailler constamment cet autoportrait,
oui, de faire en sorte que le corps, son corps soit toujours, qu'on sente le corps de Varda dans ses films. Est-ce que ça fait aussi partie de cette de la cinécriture? Est-ce que c'est l'un des aspects de la cinécriture? Oui. Alors cette dimension d'autoportrait. Alors je vous ai parlé de la poétique, le fait que l'idée c'est que le cinéaste dans la manière dont il essaye de faire valoir la dimension artistique pleine du cinéma. Il y a cette idée dans la poétique que l'artiste, quand il fait, il dit en même temps. C'est-à-dire qu'il va énoncer une théorie en même temps qu'il va l'expérimenter et puis pratiquer son art. Donc l'autoportrait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps que on va se représenter et en même temps qu'on se représente, on va dire notre conception de l'art. Donc dans cette approche poétique, on a cette dimension autoportraitiste. Pour ce qui est de la cinécriture, il en va de même. Si je reprends, donc j'en parle dans mon premier chapitre, si je reprends la définition de Marie-Claire Ropars-Villaumier de la cinécriture, elle va situer la cinécriture au point de convergence entre trois choses. L'énonciation filmique, celui qui s'exprime par le film, la référence cinématographique et la manière dont on va la rendre, on va figurer cette écriture dans le texte écrit. C'est la définition de Marie-Claire Ropars-Villaumier. Donc de ce fait, on a aussi cette dimension réflexive qui est propre à l'autoportrait, qui est présente dans cette entrelac de ces trois données qui définissent la cinécriture. Alors moi, je l'ai prolongé, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas seulement quand il y a le cinéma, la référence cinématographique et l'écrit que la cinécriture elle est présente. Pour moi, et c'est le sous-titre, le sens de mon sous-titre, Pictura et Poesis, dès le moment où on a une référence artistique autre que le cinéma, on a une manière pour le cinéaste, à travers l'énonciation filmique, de revendiquer le cinéma. Parce que il va être confronté à un autre art, qui va dire, attention, je confonds le cinéma, ou j'introduis un autre art dans le film, et donc, à partir de là, je rappelle la dimension artistique du cinéma que je vais aussi, par cet autre miroir, essayer de définir. Et la société dans tout ça, on dit souvent d'un film, qu'est-ce que ce film dit de la société, dit du monde, dit de notre monde. Est-ce que chez Varda, il y a aussi cette idée, non pas de faire des films pour parler aussi un peu du monde dans lequel elle vit, mais de parler aussi de, comment je pourrais dire ça, pas du cinéma dans lequel elle vit. Enfin, voilà, vous voyez, est-ce que ces films disent d'abord quelque chose de l'art et ensuite de la société? Eh bien, c'est ça, je trouve, la grande force du cinéma de Varda, c'est que c'est tout, c'est tout à la fois. Alors, ouais. C'est-à-dire, dans mon ouvrage, ça peut être un peu, c'est vrai que le sous-titre est un peu pédant, et Pictura et Poesis, allocution latine, etc., mais ça reprend un peu de cette tradition de la comparaison des arts, de l'out Pictura Poesis, mais je l'ai transformé en mettant le et au milieu. Et il est important ce et parce que il y a toujours cette addition. C'est-à-dire que le cinéma d'Agnès Varda, il va déconstruire toutes les images, mais surtout il va les partager. Il va les partager et il va ouvrir le film à toutes les idéologies. C'est-à-dire qu'il n'est pas alors j'ai privilégié dans mon ouvrage de ce fait la dimension éthique sur la dimension politique. Il n'y a pas d'idéologie qui va surplomber et assigner un sens défini. On va au contraire faire rentrer l'autre dans le film, l'altérité, quelle qu'elle soit, artistique ou sociale, pour essayer aussi de donner une sorte de faire du film une sorte de territoire où on va accueillir tous les points de vue. Et la gageure du cinéma d'Agnès Varda, c'est de faire entendre ces multiples voix, y compris lorsqu'elles sont contradictoires. C'est-à-dire que même quand elle va faire parler quelqu'un a priori, qui ne serait pas de son bord politique ou qui pense pas la même chose que elle va quand même le laisser s'exprimer dans son film. Et ensuite, elle va y adjoindre d'autres points de vue qui vont proposer de la même idée ou de la même image toute une sorte de panel de signification possible. Et c'est pour ça que son cinéma est toujours un petit peu pétri de contradictions, parce qu'il va pas résorber les contradictions, il va au contraire les travailler.
L'idée et le fait de travailler souvent à deux en couple ou alors de filmer des couples, ça c'est vous en parlez dans le bouquin, et donc à la fin dans Visage Village qu'il y ait ce couple assez particulier, donc Agnès Varda et JR, c'est-à-dire personne s'y attend à ce qu'il y ait JR, mais je veux dire, est-ce que ça c'est quelque chose de très très important donc finalement de créer non pas seul mais d'être toujours un peu dans une forme de collectivité, est-ce que c'est quelque chose d'assez important, ou alors de voir ensemble quelque chose et ensuite quand il s'agit de le finaliser, donc de le monter, de le créer. Bon, ben, on est seul, mais d'abord de voir les choses ensemble. Est-ce qu'il y a, c'est important chez Varda, ça? Mais c'est récurrent, c'est vraiment une constante. C'est-à-dire que si on prend son premier film, La Pointe Courte, quand elle pense le film, elle va d'abord filmer une fiction autour d'un couple, l'histoire d'un couple qui va se retrouver dans le lieu-dit La Pointe Courte de Sète. Et donc ça, c'est vraiment une fiction d'un couple qui s'interroge sur lui-même. Et cette fiction-là va se dérouler dans un cadre réel qui est la vie de pêcheurs sétois dans la Pointe Courte, qu'elle va filmer comme un documentaire. Et donc d'emblée, dès ses premiers films, il y a cette idée que l'individu ne peut se réaliser que dans un cadre collectif social. Et au fur et à mesure que le couple va réussir à être plus heureux et à trouver des solutions, eh bien la trame documentaire va de plus en plus se tisser de manière intime avec la fiction. Donc d'emblée, rien que dans son premier film, on voit déjà que cette dialectique, en tout cas cette dialectique, elle est déjà présente. Et on la retrouve, c'est vraiment une récurrence tout au long de sa carrière, avec de nombreuses réalisations où elle va toujours se mettre en scène, elle avec un autre artiste, ou par l'intermédiaire d'un autre artiste, ou mettre toujours en regard le cinéma et un autre art, notamment la photographie. Et c'est le cas notamment avec Village. Je mélange toujours les deux termes. Pareil, moi aussi. Maintenant, je veux dire, c'est exactement. Mais Visage Village, le titre est très parlant, c'est-à-dire que c'est à la fois un visage, un individu, mais aussi un village. Et les deux vont ensemble. La cinécriture d'Agnès Varda, Pictura et Poesis, c'est édité chez Presse Universitaire de Provence. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le lien. Dernière question, très simple, très simple, mais voilà, c'est en forme de conclusion. S'il y avait bien un film, selon vous, qui pour vous représente le cinéma d'Agnès Varda, ce serait lequel? Si tant est, il y en aurait un pour vous. Alors, je dirais, c'est difficile. Non, pour bien connaître son cinéma, Les Plages d'Agnès. Comme c'est un autodocumentaire qui reprend toute sa carrière, c'est vraiment une bonne entrée. Mais moi, mon préféré, c'est Jane B par Agnès B, personnellement, que je trouve le plus ludique, que je trouve le plus riche. Il y a dans ce film, si je me trompe pas, si c'est bien ce film-là, un moment où l'on voit donc Agnès Varda et Jane Birkin avec un cadre et elles se regardent, je crois. Je trouve qu'il y a quelque chose. Enfin, si vous lisez le livre, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Voilà. Merci en tout cas beaucoup Nathalie d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été là. Et puis, et je répète encore et toujours, la cinécriture d'Agnès Varda, Pictura et Poésie, c'est édité chez Presse Universitaire de Provence et le lien est dans le descriptif. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Merci beaucoup en tout cas. À très vite. Générique. That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.